Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Une autre découverte on the spot avec vous. Je déguste aujourd'hui un autre gain de la loterie de novembre 2024 de Signatory. C'est un bouteilleur indépendant de la distillerie d'Elwyn. D'Elwyn. Première fois pour moi, il y a un produit que je connais pas, donc c'est un single barrel que Signatory nous présente. Ça se trouve être un baril, un Hogshead, qui aurait été D-Char et Char, donc ça veut dire probablement STR. Il ressable l'intérieur d'un Hogshead pour le recarboniser avant de remettre du whisky dedans. Donc, pour essayer d'utiliser une nouvelle couche de bois pour aller chercher de nouvelles arômes, fait que c'est pas aussi intense du chêne neuf ou que vraiment un Virgin Oak, mais quand même mieux que rien. Ça redonne un peu de vigueur au bois, puis ça expose une nouvelle partie du bois qui n'a pas été exposée trop à l'alcool encore. Donc voilà. Un peu plus sur le whisky comme tel, donc 46%, unchill filtered, ni coloré. On voit la couleur, un beau petit gold, un petit un peu plus ambré que chardonnay, je dirais. De 10 ans, donc il a été distillé dans ce cas-ci il y a 10 ans, d'ici en 2012, embouteillé en 2023. Bouteille numéro 1456. Je ne sais pas s'il y a 1456. Ça ne se fait pas 1456 dans un seul Hogshead, parce qu'un Hogshead, c'est à peu près 250 litres, 25% de litres de plus qu'un baril de Bourbon normal, dans le fond. Dans le fond, les Hogshead, c'est vraiment... La plupart des barils de Bourbon sont shippés en Écosse démantelés pour sauver de la place. C'est pas tout le cas tout le temps. Souvent, quand il y a des barils de Bourbon haut de gamme qui veulent garder vraiment tout le cachet, ils vont les envoyer en Écosse en un seul morceau, mais ceux qui sont envoyés en grosse quantité vont être démantelés. Et le Hogshead, c'est une façon qu'ils ont de remonter un baril de Bourbon, mais en plus gros diamètre. Fait qu'ils mettent un peu plus de douelle, un peu plus de planche pour le refaire. Donc, ça leur donne un plus gros baril. Donc, ils appellent ça un Hogshead. Donc, voilà. Delwen, je me suis renseigné un petit peu sur la distillerie parce que je ne la connaissais pas beaucoup. C'est pas une distillerie qui sort énormément de single malt sous le nom d'Delwen. Ils en ont sorti un en 2012. Puis même, c'est souvent des embouteilleurs indépendants qui vont acheter des barils. Delwen est possédé par Diageo. Donc, on peut supposer qu'ils se servent beaucoup de Delwen pour faire des assemblages, faire des blends, faire d'autres sortes de whisky, puis c'est bien correct. J'ai lu un peu, bon, ça a été une série qui est très vieille, elle a brûlé plusieurs fois, changé de main plusieurs fois, toute une histoire. C'est quand même intéressant à lire comme histoire, mais je veux aujourd'hui plus focusser sur le liquide que sur la distillerie puis sur la bouteille. Mais quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a une bonne histoire là-dedans. C'est une distillerie du Speyside, près d'Aberlour, près de la ville d'Aberlour. Donc c'est ça quand même, 6 alambics. Dans leur plus grosse période, ils utilisaient 6 alambics. Je ne sais pas s'ils ont encore 6 alambics en fonction, mais quand même, c'est intéressant de savoir que c'est une distillerie qui roule quand même. Je suis toujours un peu surpris de voir à quel point il y a énormément de distilleries qu'on ne connaît pas tant, qui font du produit en masse, puis qu'on n'entend jamais parler en single malt embouteillé, là, tel quel, en core range, qui servent à faire des assemblages. Parce que le single malt est la pointe de l'iceberg de tous les whiskies qui se boivent dans le monde, qui sont majoritairement des blends. Dur à croire, parce que nous, on focus beaucoup sur les single malt, mais ce qui se boit le plus dans le monde, c'est des blends. Bon. Donc, trêve de discussion et concentrons-nous sur le précieux whisky. Beaucoup de très belle vanille avec un petit côté épicé, fruité épicé. Ça fait penser un peu à du tamdou. Vite fait, là, si j'avais à identifier quelque chose qui était similaire, je dirais du tamdou. Parce que la vanille est quand même assez présente. Puis, mais c'est pas tant après ça les agrumes comme un fût de Bourbon normal. C'est vraiment agrumes et épices à même niveau. Un peu de vanille. Un peu de vanille, quand même pas mal de vanille, là, mais très beau nez, pour vrai. Euh, un 10 ans, le nez est super rond. Pas d'acidité tant. C'est ce que j'apprécie parce que il n'y a pas une acidité dérangeante trop. C'est sûr qu'on a un seul fût. Ça,
Mais en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas un seul fût. Là, je suis en train de vous induire en erreur. Je viens de voir, il y a 4 fûts différents. Donc, c'est pas un single cask. C'est un embouteillage indépendant, mais de 4 fûts. Donc, les gros numéros là, à 5 chiffres ou à 6 chiffres, ou à 6 chiffres. Donc, il y a 4 fûts. C'est pour ça que ça donne 1456 bouteilles. Donc, vraiment, je suis désolé, c'est pas un single cask. Il y a une pléthore, ben, en fait, pas tant que ça, là, mais il y a quand même 4 fûts et ça donne 1456 bouteilles. Donc, mea culpa, je me suis trompé, j'ai parlé trop vite. Donc, en ayant plus de fûts, ça aide à la complexité. Parce que souvent, on prend un seul fût, il va avoir un set d'arômes un peu plus pointu. Et là, en mêlant plusieurs, ben, on augmente la qualité ou la complexité du produit là, nécessairement. Fait que c'est un nez agréable. C'est pas tant complexe. Fait que, tu sais, dans les agrumes ou les fruits du verger, j'ai poire, un peu de pêche, abricot, figue, dans ce style-là. Tu sais, des fruits pas très punchants, beaucoup de texture, agréable, des fruits quand même ronds, quand même pas ronds à la rondeur, mais ronds au niveau de la sensation. C'est des fruits qui ont quand même beaucoup de sucre à donner, disons ça comme ça. Ça, au niveau des épices, c'est quand même délicat côté épices. Fait que, on est dans les épices boisées comme muscade. Ouais, je dirais muscade, pas tant de cannelle. Non, muscade. Un petit peu de floral aussi, c'est quand même intéressant. Légèreté, là. C'est légèreté florale intéressante. Il y a une belle petite donnée qui vient probablement des Hogsheads, là, les planches de fût de Bourbon qui ont été rassemblées, qui ont été ressablées, recarbonisées pour aller chercher un peu plus du nouveau bois derrière ce qui avait probablement déjà été utilisé par le Bourbon, puis peut-être même par d'autres vieillissements avant. Fait que il y a une belle petite donnée qui est transmise, qui est intéressante. Ça l'adoucit. C'est un nez délicat. Non, pas délicat, mais agréable, rond, pas trop acidulé, euh, mais pas énormément complexe. Elle n'était pas tellement cher non plus, celle-là. Là. Je pense qu'elle était soit dans les fins 90 ou dans les débuts 100 $. Donc, c'était quand même pas un gain qui m'a coûté tant cher. Là. Donc, somme toute. Mais c'est fun. C'est très geek. C'est très passionné de vouloir essayer de découvrir un whisky comme ça, d'un distilleur indépendant, d'un embouteilleur indépendant, d'une distillerie qu'on ne connaît pas beaucoup. Des fois, ça peut être une méga révélation, comme des fois, ça peut être un peu plus générique, disons ça comme ça, sans être mauvais. Dans ce cas-ci, à date, le nez ne me jette pas par terre. C'est bien, mais c'est pas à tout casser non plus. Mais il n'y a pas de faute. C'est agréable. Donc, présentement, ce que j'ai, c'est le fun, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui me sort de mes sentiers puis qui me sort de mon quotidien puis qui fait comme waouh, j'ai bu quelque chose que j'avais jamais bu avant. Sans plus tarder, on plonge. Très, très, très soft. Presque identique au nez. La chaleur est longue à revenir. Là, j'ai un petit peu un restant de l'arrière-bouche. Puis la descente était chaude, mais sinon, c'était très frais, c'était très facile, un peu plus floral, un peu plus acidulé en bouche, mais pas rien d'extravagant, rien de dérangeant. Facile à boire au bout. Fait qu'on est vraiment dans la poire, la pleure de la poire, je la goûte beaucoup. Le petit côté râpeux, fibreux de la pleure, là, granuleux peut-être même. Là. Un peu de pêche, mais c'est très, très, très similaire au nez, vraiment. Là. Le nez et la bouche de ce whisky-là se ressemblent énormément. Hmm. Mais c'est bon, par exemple. Un peu moins de vivacité en bouche. Il est un peu plus endormi. Peut-être qu'à 46, il est un peu trop bas. Il perd un peu de puissance, disons ça comme ça, ou il perd un peu de. Il n'est pas plate, mais trop facile, peut-être. Pour un embouteillage indépendant comme ça, il aurait dû être un peu plus relevé. Ouais, c'est ça. Il aurait dû être un peu plus relevé en bouche. L'épice, la muscade est là, et elle disparaît tout de suite.
Elle est là un petit peu au début, après ça, elle disparaît. Il y a un peu plus d'amertume en bouche qu'au nez. Et là, j'essaie de mettre la main. C'est une amertume fruitée. Fait que là, c'est soit une amertume d'agrumes, là, genre une pleure d'orange, mais je dirais plus. Ça fait penser vraiment à une poire qui est pas tout à fait assez mûre. Un petit côté, mais c'est un peu plus surette que ça. Fait que c'est pas une amertume de poire. Une amertume. Hmm, j'ai de la misère à mettre la main dessus, mais cette amertume assez mal balancée. L'amertume prend un peu trop de place en bouche. Mais il y a une belle vanille, par contre. La vanille est là, pour elle adoucit l'amertume quand même. Fait que, tu sais, c'est un peu moins bien balancé qu'au nez, mais c'est pas désagréable non plus. Pas aussi parfait, mettons. Tu sais, là, au nez, on avait tous les arômes, c'était plus élégant. En bouche, un petit peu moins élégant, je dirais. Du côté boisé, un bois, plus un bois générique qu'une essence en particulier, mais comme si elle était encore verte. Fait que, tu sais, on parle d'un arbre fraîchement coupé, mais j'ai la misère à mettre la main sur une essence. Fait que c'est vraiment plus comme un. C'était pas un conifère, c'est vraiment comme un feuillu qu'on vient d'abattre. Euh, en bouche, je vais aller voir s'il y a du chêne. Ouais. Un petit bois encore une fois qui est plutôt vert. Euh, sensation, c'est pas huileux, c'est très aqueux. Donc, sensation un peu soyeuse, c'est pas désagréable, mais c'est très, très à l'opposé d'être huileux. Euh, somme toute, bien. Je suis content de ne pas avoir payé trop cher cette bouteille-là, nécessairement. Je suis content de l'avoir. Ça fait une belle discussion. Un bon whisky d'entrée là, pour commencer un line-up. Pourcentage pas très haut. Des saveurs intéressantes, pas de faute, mais sans être déconcertant. C'est un bon whisky. Mais c'est sûr que c'est pas une révélation, que c'est pas quelque chose qui va détonner tant. Fait que je pense que c'est un whisky de début de dégustation. Donc on commence avec ça un peu pour euh, d'entrée de bouche. Là, les gens les acclimate au whisky tranquillement. Si on s'en va vers le Speyside, ben, c'est une belle entrée de Speyside. C'est très générique du Speyside qu'on voudrait que ça goûte. Donc, fruité, agrumé, délicat, pas trop punché. Des régions, ça vaut ce que ça vaut parce que nécessairement, dans toutes les régions, il y a de tous les styles de whisky maintenant. Donc, les régions, ça vaut plus ou moins dire grand-chose, mais ça serait un bon whisky qui représenterait ce que Diageo veut que le Speyside goûte. Ben, ça serait ça, je pense. En tout cas, bien content d'avoir découvert ça avec vous on the spot comme ça. Heureusement, j'ai été capable quand même d'avoir certaines notes. Probablement que je vais en savoir plus sur le whisky puis de l'apprivoiser avec le temps. Donc, ça va être à moi de continuer de prendre mes notes puis voir si, avec le temps, je découvre pas plus un peu de ce whisky-là. Mais somme toute, c'est intéressant à faire. J'espère que ça vous a aidé un peu à le découvrir au travers de mon vidéo. Puis, somme toute, c'était quand même assez bon. Puis, j'ai apprécié. Santé!